Mes chers compatriotes, les Français ont décidé par leur vote ce dimanche 10 avril 2022 de porter au second tour de l'élection présidentielle Emmanuel Macron avec 27,85% des suffrages exprimés et Marine Le Pen avec 23,15% des mêmes suffrages. L'affiche du second tour est donc conforme à ce qui était annoncé depuis des mois et qui avait été annoncé par les sondages. Sondages qui, d'ailleurs, tout à la fin, ont vu que M. Macron baissait brutalement et Mme Le Pen augmentait assez singulièrement. Il y aurait long à dire, encore une fois, sur les sondages et qui ont entretenu pendant des semaines et des semaines plusieurs idées qui se sont révélées totalement fausses. Par exemple, l'idée que Mélenchon était moins bien parti qu'en 2017, alors qu'il réussit avec presque 22% des voix, un score remarquable qui le place 3 points au-dessus de son score de 2017. Même les tout derniers sondages lui donnaient encore 5 à 6 points de moins que les 22% qu'il a obtenus. C'est une erreur lourde, c'est même plus qu'une erreur très lourde. Cela s'apparente à de la désinformation. De même aussi l'idée que Mme Pécresse pouvait être au second tour et battre Macron. Les sondages ont été jusqu'à lui donner 18 ou 19%. Ils ont été bien lents à répercuter ce que n'importe quel observateur voyait sur le terrain, c'est-à-dire le fiasco absolu et l'erreur de casting phénoménale de cette candidature. Même les tout derniers sondages donnaient encore à Mme Pécresse 4 à 5 points de plus que son score de 4,75%. Une erreur du double à quelques jours du scrutin. Là aussi, c'est une erreur lourde, très lourde, qui là aussi s'apparente quand même à de la désinformation. Il n'est pas impossible non plus que M. Macron, qui a été donné jusqu'à 33,5% des intentions de vote, ait été ajusté au dernier moment, dans les derniers jours, par les instituts de sondage pour refléter son vrai poids électoral, qui est malheureusement significatif. Mais peut-être s'il n'avait pas eu des sondages à 33, n'aurait-il pas fait les 27 qu'il a fait. À l'évidence, l'État devrait donc, à mon avis, prendre des mesures drastiques pour limiter ou même interdire les sondages. Ça fait des décennies qu'on en parle, mais il faudrait vraiment passer à l'acte parce que ça influe malheureusement sur le scrutin. Mais au-delà de cet aspect des choses, quels enseignements politiques peut-on tirer de cette élection, de ce premier tour ? Eh bien, l'enseignement numéro 1 que j'en tire, c'est quand même la quasi-disparition des deux grands partis qui ont imposé aux Français l'Union européenne et l'euro avec le traité de Maastricht. J'en veux pour preuve la comparaison du candidat de l'UMP devenu LR depuis 2007 jusqu'à maintenant. En 2007, Sarkozy avait fait 31,2% des suffrages. En 2012, il avait fait 27,2%. En 2017, Fillon avait fait 20,01%, 20%. Et en 2022, Mme Pécresse a fait 4,75%. C'est une quasi-disparition. Même chose pour le Parti socialiste. En 2007, Mme Royal avait fait 25,9%. François Hollande, en 2012, avait fait 28,5%. En 2017, Benoît Hamon avait fait 6,4%. Et en 2022, Mme Hidalgo a fait 1,75%. De telle sorte que si l'on prend ces deux grands pôles qui ont structuré la scène politique française depuis les années 80, peut-être même on peut dire les années 70, je veux dire l'UMP, héritier du RPR et du DF d'un côté et le PS de l'autre, et si on additionne les scores de leurs candidats, en 2007, le candidat de l'UMP et le candidat du PS faisaient 57%. En 2012, il faisait 55,8%. En 2017, 26,4%. Et en 2022, 6,5%. Est-ce que l'on se rend bien compte que le parti de Chirac et le parti de Mitterrand cumulés ont fait 6,5%. 30 ans exactement après le traité de Maastricht, les deux grands pôles droite-gauche de la politique française qui, eux, ont fait ratifier le traité de Maastricht, qui nous l'ont imposé, eh bien, sont en train de mourir sous nos yeux. Ils sont victimes
du grand écart sans cesse croissant entre leurs discours, leurs lignes politiques, leurs engagements et en fait les contraintes européennes. Les transferts de souveraineté à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne, ont fini par vider de sens les analyses et les programmes des Républicains et du PS, qui ne sont plus désormais que des partis interchangeables pour mener des politiques décidées par l'oligarchie euro-atlantiste à Bruxelles, à Francfort et à Washington. Ce ne sont plus que des syndicats de placement cyniques et sans idée. Ce que nous révèlent donc ces élections de 2022, ce premier tour de la présidentielle, c'est une confirmation. L'opposition réelle aujourd'hui n'est plus entre la droite et la gauche, mais entre ceux qui acceptent la mise sous tutelle de la France, la gestion extinctive de notre pays, dissoute dans un magma euromondialiste et placée sous curatelle de la Banque centrale européenne et de la Commission européenne, à charge pour Macron de fédérer ceux qui acceptent ça. Et d'un autre côté, ceux qui refusent cette mise sous tutelle, ceux qui veulent que la France reste la France et dont les premiers représentants en termes électoraux sont Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Cela se voit d'ailleurs a contrario toujours lors de ce premier tour de la présidentielle, puisque alors même que l'on voit l'effondrement du candidat des Républicains et l'effondrement de la candidate du Parti socialiste, on voit tout le contraire avec le FN devenu RN et avec Jean-Luc Mélenchon. En 2007, c'était encore le FN à l'époque, Jean-Marie Le Pen a obtenu 10,4% des suffrages à la présidentielle. En 2012, Marine Le Pen, qui lui avait succédé, avait obtenu 17,9%. En 2017, au premier tour, 21,3%. Et en 2022, au premier tour, 23,15%. Donc c'est une augmentation continue de Marine Le Pen. Quant à la France insoumise, en 2007, M. Mélenchon n'était pas présent, donc ce courant a fait exactement 0%. En revanche, à l'élection présidentielle de 2012, il avait fait 11,1%. En 2017, 19,58%. En 2022, 21,95%. De telle sorte que si l'on additionne le RN et la France insoumise, eh bien le parcours de ces deux formations, si j'en crois le score de leur candidat à la présidentielle au premier tour, en 2007, 10,4%. En 2012, 29% tout rond. En 2017, 40,9%. En 2022, 45,1%. Alors la conclusion de ça, c'est quoi ? C'est que la situation politique de la France devient, et je pèse mes mots, de plus en plus explosive avec le temps. Parce que, d'une part, l'astuce machiavélique du barrage à l'extrême droite, que nous voyons une nouvelle fois se produire devant nous, empêche les forces souverainistes de droite et de gauche, ou disons les forces antimondialistes de droite et de gauche, ça les empêche de se fédérer au-delà du clivage droite-gauche. Donc on le voit ces jours-ci, pour la énième fois, Mme Le Pen arrive en deuxième position, et avant c'était son père, et pour la énième fois, on a le barrage à l'extrême droite. De telle sorte qu'il ne peut pas y avoir l'accumulation des deux électorats. Mais au même moment qu'il y a ça, au même moment, les forces antimondialistes qui refusent implicitement ou explicitement d'appliquer les traités européens sont de plus en plus importantes et elles sont même désormais très majoritaires. Regardez bien ce qui s'est passé avec ce premier tour de 2022. Si j'additionne le score de Marine Le Pen, 23,15%, de Jean-Luc Mélenchon, 21,95%, d'Éric Zemmour, 7,07%, de Jean Lassalle, 3,13%, de Fabien Roussel, 2,28%, de Dupont-Aignan, 2,06%, de Philippe Poutou, 0,77%, et de Nathalie Arthaud, 0,56%, donc les scores de ces 8 candidats, j'obtiens
un total de 60,97%, c'est 61%. Or, ces 8 candidats que je viens de citer ont pour particularité, dans leurs programmes, dans leurs analyses et dans leurs propositions, d'avoir fait des programmes, des analyses et des propositions explicitement parfois, implicitement toujours, contraires aux traités européens. Ça veut donc dire que 61% des Français votent pour des candidats dont les propositions sont incompatibles avec les traités européens. La conclusion de ça, c'est tant que l'oligarchie euro-atlantiste, qui verrouille les médias, parviendra à imposer ce barrage contre l'extrême droite au deuxième tour, comme on le voit ces jours-ci, eh bien, la France va s'enfoncer dans une impasse dramatique. L'impasse d'un pays dirigé par une caste de plus en plus minoritaire qui vise à détruire le pays, sans possibilité de la chasser par les urnes, puisque ceux qui devraient s'unir ne peuvent pas s'unir au nom du barrage contre l'extrême droite. Mais il y a un problème, c'est que l'idée dominante, enfin l'élite dominante, repose sur une base électorale de plus en plus petite et d'ailleurs de plus en plus âgée. Au bout du chemin, c'est quoi? C'est soit la destruction du pays, soit une explosion générale, notamment des actifs. Soit d'ailleurs peut-être les deux. Alors, au vu de ce résultat, qu'est-ce que l'on peut faire pour la suite? Je vais vous dire, comme je l'ai toujours fait, le fond de ma pensée et ce que je crois être la vérité pour le deuxième tour. Fort du constat qui précède, je considère que tous les responsables politiques, et en particulier ceux qui font partie de la liste des 61%, devraient comprendre qu'il est de notre... C'est un impératif national absolu que de surmonter la division entre les souverainistes de droite et les souverainistes de gauche. Je voudrais faire remarquer, à cet égard, que la Constitution a prévu 15 jours entre les deux tours. D'habitude, il y a une semaine entre deux tours pour les législatives, les municipales. Là, il y a 15 jours spécialement pour la présidentielle. Pourquoi ça? Pour permettre aux électeurs, pour permettre aux partis politiques, mais pour permettre aussi aux candidats, et notamment aux candidats qui ont été battus, de réfléchir à ce qu'ils vont faire. Dans ces conditions, il est inadmissible que tous les candidats aient été sommés, notamment sur TF1 20h, de dire dans les 3/4 d'heure qui suivaient 20h quelles étaient leurs consignes de vote. Et il est encore plus inadmissible qu'ils se soient soumis à cette demande. On a vu sur TF1 successivement tous les candidats dire « j'appelle à faire barrage à Madame Le Pen, j'appelle à voter Macron, je me désiste pour Macron, etc. » Sauf M. Zemmour qui a dit qu'il allait voter pour Madame Le Pen. Alors, quand on voit que M. Zemmour appelle à voter pour Madame Le Pen ou que M. Jadot appelle à voter pour Macron, on n'est pas surpris outre mesure. Mais là où ça devient quand même surprenant et même choquant, c'est lorsque l'on voit quelqu'un comme M. Mélenchon ou dans une moindre mesure M. Roussel du PCF, qui sont l'un et l'autre porteurs, comme l'est Mme Le Pen, des aspirations et de la soif de justice de millions de Français de catégories modestes ou très modestes. Ça n'est pas admissible de voir que M. Mélenchon ou M. Roussel font leurs déclarations comme ça dans la minute. C'est encore plus choquant qu'ils ont appelé l'un et l'autre à faire élire Macron de façon explicite, s'agissant de Fabien Roussel, de façon implicite, s'agissant de Mélenchon. Et donc, ils ont appelé à voter pour M. Macron. Mais enfin, quand on a 2 semaines pour réfléchir à tous les scénarios possibles, pourquoi Mélenchon et Roussel n'ont-ils pas dit
à 20h ou 20h15 ou 20h30 sur TF1 que justement ils allaient réfléchir et qu'ils n'avaient pas besoin de répondre dans la seconde à ce qu'ils allaient faire. Bien sûr, je ne suis pas né de la veille. Je connais les préventions extrêmes, pour pas dire opposition absolue, qui existent chez les gens de gauche à envisager, ne serait-ce que d'adresser la parole à Madame Le Pen. Je le sais tout ça. Mais quand même, ont-ils oublié l'horreur absolue du quinquennat qui s'achève ? En 2017, les Français ne savaient pas qui était Emmanuel Macron. Ils ne savaient pas de quoi il était capable. Encore qu'il avait bénéficié d'une couverture médiatique inouïe et qu'il avait déjà laissé poindre sa personnalité, notamment lorsqu'il était à Bercy. Mais maintenant, les Français savent parfaitement qui est Macron. Les Français savent que c'est un menteur, que c'est une personne méprisante, qui méprise viscéralement les Français, notamment les plus modestes, qui n'hésite pas à les maltraiter, à les insulter, à les brocarder, à se moquer d'eux, des gens qui ne sont rien, comme il dit dans les gares, ou bien des alcooliques. Il passe un plaisir à les diviser. Maintenant, les Français savent bien de quoi Macron est capable politiquement. Ils ont pu constater sa capacité de destruction, de démolition de l'État, de démolition de notre économie, de démolition de nos services publics, de nos acquis sociaux, de démolition, de mise en péril de notre santé physique et mentale, de destruction de nos libertés publiques, de destruction de notre indépendance nationale, de destruction de notre unité nationale. Ils ont pu constater la violence de Macron, notamment pendant l'épisode des Gilets jaunes. Ils ont pu constater son refus de toute remise en question, comment il a fait classer verticalement à la poubelle les milliers de cahiers de doléances qu'il avait fait rédiger, ce qui est un bras d'honneur d'un cynisme particulièrement écœurant quand on pense aux milliers d'heures qui ont été consacrées par des Français, des citoyens de base, qui ont vraiment cru qu'il allait prendre en considération leurs demandes. Les Français ont vu que cet homme est incapable de dialoguer. Il ne sait que mentir et manipuler. Il n'a fait que mettre au pas le Parlement, mettre au pas les contre-pouvoirs, jusque dans la campagne présidentielle de premier tour, qui s'est achevée ce dimanche, alors même qu'il a refusé tout débat. Et cela, sans compter son bilan économique épouvantable. Il laisse la France avec des risques financiers énormes. Il a augmenté notre dette publique de 600 milliards d'euros. Il l'a fait exploser. On n'avait jamais vu ça depuis Vercingétorix. Une dette dont le renchérissement va coûter une fortune en intérêts au peuple français, et notamment à nos descendants. Les Français ont également pu constater l'esprit de soumission à l'étranger qui anime Macron. Qu'il s'agisse de sa soumission aux États-Unis d'Amérique, de sa soumission à l'Allemagne, de sa soumission à leurs instruments de domination qui s'appellent l'Union européenne et l'euro. En fait, Macron est faible, très faible avec les forts, et il est impitoyable avec les faibles. C'est un lèche-botte avec ceux au-dessus de lui, c'est un tyran avec ceux qui sont en dessous. En somme, Macron, qui a été largement élu au second tour de l'élection présidentielle de 2017, il a été élu comme étant un rempart à l'extrême droite, eh bien Macron n'a eu de cesse que de se comporter comme un dirigeant autoritaire et brutal au service exclusif d'une oligarchie de milliardaires. Sa ligne de gouvernement n'a plus grand-chose à envier à l'extrême droite elle-même, telle qu'on l'a définie traditionnellement.
La vérité, c'est que Macron est le dirigeant le plus à l'extrême droite que la France ait connu depuis 1940-44, depuis Pétain, auquel Macron a d'ailleurs tenu à rendre hommage en scandalisant une énorme partie du peuple français. Je crois donc profondément que les Français et la France ne supporteront pas 10 ans de Macron. Macron doit donc être battu dimanche 24 avril, et j'insiste, c'est là un impératif de salut public.